Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous recevoir, une émission encore très sensible aujourd'hui. Je tiens au passage d'ailleurs à vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit ici sur YouTube, sur la chaîne Les Incorrectibles ou bien sur la chaîne Player Les Incorrectibles Plus. Au passage, je rappelle que c'est à vous uniquement les souscripteurs de Player, les souscripteurs de la chaîne Les Incorrectibles Plus, que nous pouvons vous proposer en exclusivité ces émissions. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un invité sur un sujet évidemment encore sensible, mais c'est vraiment un plaisir de le recevoir sur ce canapé orange. C'est un ex-agent de terrain du fameux service Action de la DGSE, le service qui suscite évidemment tous les fantasmes. Cher Pierre Martinet, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors, une vie hors du commun que vous racontez dans votre premier ouvrage, d'ailleurs, Un agent sort de l'ombre, mais aussi dans votre dernier livre paru aux éditions Mareuil et intitulé « Prise en otage, un agent du service Action raconte ». Alors, nous allons bien sûr revenir plus en détail sur cette vie dans cette émission, comme nous le faisons d'ailleurs toujours lorsque nous recevons un invité pour la première fois. Et c'est justement la raison pour laquelle j'aimerais qu'on revienne au début. Je crois tout d'abord que vous êtes originaire du Var, non loin de Toulon. Je ne me trompe pas ? Je suis né à Toulon en 1964 et je vivais dans un petit village à une trentaine de kilomètres de Toulon qui s'appelle Pignan, avec un S, car sans S, c'est dans l'Hérault. Et c'est cette proximité justement, enfin vous parlez de Toulon, le port militaire de Toulon qui vous a influencé ? Absolument pas. C'est une tradition familiale, je vais dire. C'est une tradition à la fois une tradition et pas une tradition, car personne m'a influencé pour entrer dans l'armée. Mais j'ai toujours lu des récits et des trajectoires humaines. En fait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les personnages qui ressortent dans ce genre de conflits. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, d'Algérie et les guerres un peu plus récentes. Et j'ai toujours lu ces personnages, ces héros là, qui parcouraient le monde pour faire la guerre sans vraiment l'aimer, mais en essayant de la faire du mieux possible pour instaurer une paix. Et jusqu'au jour où... mais j'avais ça, je pense, en moi, parce que je me suis toujours identifié à ces personnages-là qui avaient des trajectoires vraiment extraordinaires, notamment pendant la guerre d'Indochine. Et mon grand-père était à cette période-là également en Indochine pendant 4 ans. Mon père était après en Algérie, dans des unités spéciales. Et jusqu'au jour où au lycée, je vois arriver quelqu'un qui avait un copain à moi qui avait les cheveux très courts du jour au lendemain. Et je lui demande ce qu'il a à la tête et il me dit je viens de faire une préparation militaire parachutiste. Donc là, je m'interroge et je demande à mon père en rentrant le vendredi soir si il connaissait ce concept. Bien évidemment, il connaissait et me voilà parti faire une préparation militaire parachutiste. Ça a été le coup de foudre. Alors, on va y revenir justement évidemment à votre parcours. 2 choses. D'abord, votre enfance, le souvenir que vous en gardez, parce qu'on a une époque justement où... Alors, mon enfance, évidemment, elle était... Il n'y avait pas de télévision. J'ai l'impression de vivre qu'on vivait au temps des cavernes, sans télévision, avec un poste radio. Et ensuite... C'était peut-être pas plus mal. C'était peut-être pas plus mal, parce qu'on passait nos après-midi dehors, les mercredis après-midi ou le week-end dehors, à faire des cabanes, à faire des jeux, à faire du sport, à être au grand air, plutôt que sur des ordinateurs ou sur des téléphones portables, à faire des vidéos TikTok et à ne plus parler à personne. Mon enfance était assez sportive et assez, comment dirais-je, rude, car mon père, militaire, a toujours voulu que je sois au-delà du possible. Et pour schématiser, c'est ne pas se laisser aller à la facilité et la médiocrité. J'ai toujours fait du sport jusqu'au jour où je me suis lancé dans le cyclisme et je voulais devenir professionnel dans le vélo. Là, c'était mon père qui m'entraînait, c'était mon père qui me suivait, c'était mon père qui me donnait des limites gauche et des limites droite. Parlez beaucoup de votre père, pardon, je vous interromps, ouais. Parce que ça m'interpelle, parce que évidemment c'est pour tout le monde une personne très importante, mais vous en particulier, il était commando para, vous l'avez dit, enfin, ouais. C'est important justement l'autorité des parents. Alors, l'autorité, moi je parle plutôt d'inculquer des valeurs plutôt que d'autorité, mais évidemment l'autorité va avec, je pense.
être dur mais juste. Et oui, je pense que c'est important d'avoir une autorité autour de soi de façon à avoir des repères et des valeurs, surtout pour la suite de notre existence. Et c'est ce que je retrouve après dans tous mes parcours. Il y a de la décontraction, mais avec des repères et des règles. Et tout ça m'a permis d'évoluer dans un milieu difficile, je parle physiquement, psychologiquement, mais de m'en sortir très bien, parce que j'ai été préparé dès ma plus jeune enfance. Mais justement, la personnalité de votre père, qui était apparemment très dure, mais c'est pas forcément une critique, vous l'avez toujours bien vécu ? Non, je ne l'ai pas toujours bien vécu, parce que si j'étais pas rentré à minuit, la porte était fermée. Si pendant que les autres sortaient, moi je m'entraînais, sur le moment je l'ai mal vécu. Parce que je me disais je l'ai mal vécu. La façon dont il abordait la chose, je l'ai mal vécu. En revanche, je me suis aperçu bien plus tard qu'on n'a rien sans rien, en fait. Et tout le monde, j'entends des sportifs qui parlent de sacrifice, alors que moi je parle d'effort, parce que si on aime quelque chose, on ne fait pas de sacrifice. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas naître avec, on est obligé de nous l'inculquer, je pense, car le sport est un phénoménal vecteur de prise de conscience de soi, de règles, d'engagement et de, comment dirais-je, d'effort pour arriver à quelque chose. Si vous voulez, c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voudrait tout sans effort. Alors que le sport, tous les sports, encore aujourd'hui, ça reste ce vecteur-là de grande valeur qui me semble importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. En tout cas, ce goût pour l'action, l'aventure, la prise de risque, donc c'était de famille, quoi. Si je comprends Absolument. bien. Absolument. Et d'aventure. Et l'aventure, c'est ce que je disais. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne à ce déclic que vous avez pour l'armée. Donc, on a envie de dire, les chiens ne font pas des chats. Voilà, vous reproduisez un petit peu le parcours quand même parental. Le déclic, le moment précis où est venue vraiment votre vocation pour l'armée, où vous vous êtes dit, là, ça y est, je serai à mon tour, moi aussi, militaire. Quand j'ai passé la porte de l'avion, pour la première fois. En janvier 1982, en Corse, à Borgo. C'est incroyable, vous en souvenez? Ah bah oui, bien sûr. J'ai passé la porte de l'avion, je me suis posé, et je me suis dit, je ferai ça toute ma vie. Donc je n'ai eu de cesse que de vouloir, aller dans le régiment qui, à l'époque, était professionnel et qui allait parcourir le monde pour intervenir sur des conflits. À l'époque, il y avait... c'était les balbutiements de la guerre. C'était la guerre au Liban, et je savais que les Français pouvaient intervenir là-bas. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de régiments professionnels, il y avait encore les services militaires, donc il y avait énormément de services, de régiments d'appelés. 1, je voulais être dans les parachutistes. 2, je voulais être professionnel. 3, je voulais intervenir rapidement. Donc il n'y avait pas 36 solutions, c'était soit le 2e régiment étranger de parachutistes, la Légion, soit le 8e RPIMA à Castres, soit le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne. J'ai choisi le 3e RPIMA car mon père, en Algérie, a fait pas mal de missions avec ce régiment-là. Donc il m'en a toujours dit du bien. Il me parlait de Bijar, il me parlait de Santenac, qu'il avait connu, etc., etc. L'image de l'armée, parce qu'on parle souvent de crise des vocations aussi, même dans l'armée. Voilà. Quelle image vous aviez alors de l'armée? Et puis, j'ai envie de dire, quelle image aujourd'hui vous pensez que l'armée a? Je n'avais pas vraiment d'image de l'armée parce que, encore une fois, je voyais l'armée à travers le prisme de mes lectures, et c'était surtout en temps de conflit. Je n'avais pas une image de caserne, de règlement, de lourdeur administrative, etc., etc. En revanche, quand je suis arrivé dans l'armée, la seule chose qui m'intéressait, c'était pas la caserne avec tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire la discipline, les prises d'armes, la garde, etc., etc. C'était l'action. Et l'action, elle m'a été rapidement donnée quand on est parti au Liban en 1983 pendant la guerre. J'ai jamais été un militaire, comment dirais-je, au sens propre du terme, qui aime la discipline, la hiérarchie, qui aime les règlements, etc., etc. J'ai toujours été un peu en marge de tout ça,
Mais grâce à l'armée, j'ai pu assouvir toutes mes envies de dépassement, d'engagement, d'abnégation et de sacrifice. Parce qu'on se sacrifie pour notre service. Et ça, honnêtement, on le trouve nulle part ailleurs. Et tout le monde est dans cet état d'esprit? Pas tout le monde. Certains ont vu de la lumière, ils sont revenus, ils sont rentrés. Ils restent pas très longtemps, mais ils font. On est d'accord que ça reste dur, l'armée, quand même. Non. Ah oui? Ah non, franchement, c'est pas dur. Je peux pas dire que c'est dur. Souvent, on me dit, mais c'est inhumain, ce que vous faites. Franchement, non. Il faut avoir quelques prédispositions. Il y a une solidarité. Alors c'est une deuxième famille? C'est plus que. Oui, c'est une famille, c'est une vraie famille. On est obligé d'être solidaire parce que on va côtoyer la mort ensemble et on est tous les uns avec les autres et on a tous confiance les uns envers les autres. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut qu'on ait eu ensemble un entraînement très poussé. Et plus on va pousser les entraînements, plus la restitution, c'est-à-dire les missions, vont être, entre guillemets, faciles. Quand vous dites que c'est dur, effectivement, ça peut paraître de l'extérieur difficile. Mais c'est progressif, quoi. Je veux dire, on arrive, on a une formation qui est adaptée, il y a des tests de sélection d'abord, ceux qui sont aptes à rejoindre les unités parachutistes. Aussi bien physiquement que mentalement, on va en parler plus tard dans l'émission. Alors, pas tellement dans les régiments, on va dire, conventionnels. Ça arrive plus tard. Après, ceux qui s'aiguillent, ceux qui s'orientent vers les forces spéciales, oui. Mais, ce qui a donc été votre cas. Voilà, moi j'étais pas dans les forces spéciales, j'étais dans la clandestinité, dans le service action. Barbouze, quoi. Alors, barbouze, c'est un terme assez péjoratif que les journalistes nous ont donné depuis... Pardon de l'être. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que barbouze, en fait, c'est un rapport avec les gens du SAC, qui étaient barbus avec des... Donc barbouze, oui, c'est un peu ça, mais dans le terme barbouze employé aujourd'hui... Une connotation péjorative. Voilà. Bon, on va pas se voiler la face, on est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles. Oui. Ça voulait dire un peu ça, quand même. Oui, ça voulait dire ça, mais... alors, il faut dissocier... Enfin, il y a plusieurs niveaux dans l'espionnage, hein, il y a plusieurs niveaux. Moi, j'étais, pour faire simple, j'étais dans la branche armée clandestine du service action, de la DGSE. Donc, j'étais pas à Paris, j'étais que des militaires avec un autre état d'esprit. Alors, on va en parler, bien sûr, tout à fait longuement, parce que c'est vraiment passionnant, hein, aussi bien votre livre que ce que vous nous racontez en ce moment. Juste une petite parenthèse, un petit pas de côté, cher Pierre Martinet. On parle parfois d'une décadence physique de la population française. Vous en pensez quoi? De la population mondiale. Oui. Voilà. De la population mondiale. Il suffit de voyager. Je vais souvent aux États-Unis. Je viens de passer 5 ans à Londres. Il y a une décadence physique de la population mondiale. Pourquoi? Parce qu'on est partisan du moindre effort. Les trottinettes sont électriques, les vélos sont électriques, il n'y a pas de roller électrique, mais ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, on est partisan du moindre effort. La voiture a rendu physiquement dépendant certaines populations, notamment aux États-Unis. Et effectivement, on devient de plus en plus faible physiquement, sauf ceux qui continuent à faire du sport, sauf ceux qui continuent à aller dans des structures un peu spécialisées comme moi ou les forces spéciales, ou dans les régiments, et ceux qui découvrent à n'importe quel âge l'effort physique. Ça apporte tellement à l'organisme, ça apporte tellement au mental. On rappelle que, quand même, l'éducation physique, elle fait partie, ou plutôt elle est censée faire partie de l'éducation nationale. Hein. Il n'y a pas un petit... Alors, l'éducation physique... C'est plutôt léger, là, non? L'éducation physique dans l'éducation nationale... Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à une période, là où les Allemands avaient sport... Voilà, j'allais vous en parler. Là où les Allemands avaient sport tous les après-midi, nous, on avait sport une fois par semaine, et je me souviens, parfois, on faisait sport en tenue de ville, quoi. Je veux dire, bon, moi, le sport, ça a toujours été mon credo, parce que c'est le seul domaine dans lequel j'avais 20. Donc ça m'allait bien. J'ai même fait une manifestation un jour, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, de faire une manifestation pour qu'on ait plus de sport à l'école. Alors voilà pour le sport. Maintenant, évidemment, les deux sont corrélés avec, évidemment, le sujet de l'armée. Est-ce que vous comprenez, Pierre Martinet, cette façon qu'on a parfois quand même d'enseigner aux enfants une forme de repentance, voire de haine de la France?
Et je pense que je ne suis pas caricatural. Alors évidemment que je ne le comprends pas, puisque ayant servi la France, ma famille, même certains membres de ma famille ont été tués au service de la France, pour le service de la France. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse perpétuellement se flageller et s'enduire de repentance et d'excuses à tout bout de champ parce que pour ce qu'ont fait nos ancêtres. Et moi, ça m'arrive souvent d'aller en Afrique. Et quand je parle à un Africain, je parle avec lui d'égal à égal. On parle souvent de cette période-là. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai colonisé personne. J'ai pas d'esclaves chez moi. Donc cette période-là, c'est l'histoire de la France. Mais je vais certainement pas m'excuser pour ce qui s'est passé il y a 2 siècles ou 3 siècles ou plus. Donc cette manie en permanence en France de réécrire l'histoire avec les lunettes du présent et s'excuser à tout bout de champ, c'est insupportable. C'est insupportable et je pense que ça favorise le délitement de ce beau pays. Du sentiment national, quoi, patriotique. Du sentiment national, bien sûr. Patriotique, c'est un beau mot. Il est dévoyé par certains. Quand je parle de patriotisme, parfois, il y a un peu moins, beaucoup moins maintenant, on va dire. Quand je parlais de patriotisme, il me sortait le mot nationalisme. Ou parfois, je me souviens, quand j'étais dans une entreprise, j'étais directeur technique dans une entreprise, ça m'arrivait de mettre un pins du drapeau français. Je le faisais. Un crime. C'était un crime. On me disait, tu vas à c'était il y a 15 ans, ça. On me disait, tu vas à une réunion du Front National. J'ai dit, pourquoi ? Il me dit, t'as mis ton drapeau, là. Ben, j'ai dit, mon drapeau, c'est pas le tien aussi ? Et j'ai dit, non, je vais pas à une réunion du Front National, puisque je suis pas adhérent du Front National. Et donc voilà. Donc c'est cet amalgame permanent entre les parachutistes, les interrogatoires, la torture, le terme exact, la torture en Algérie, etc., etc. Barbouze aussi, tout ça, c'est une grande marmite où on mène tout et n'importe quoi, on mélange tout. Vous iriez jusqu'à parler de trahison de certaines élites en France ? Ah ben, largement. Enfin, il y a une certaine frange politique en France qui vomissent. Vous pensez à qui ? Bah, je pense à l'extrême gauche là. Je pense surtout en ce moment. Enfin, je vois, quand je vois ces manifestations qui sont anti-police en permanence. Enfin, je veux dire, réveillez-vous quoi. Enfin, on n'a pas le droit de faire ça. En fait, on n'a pas le droit de cracher sur des flics. À chaque fois que je vais aux États-Unis. Et c'est un militaire qui le dit. Et c'est un militaire qui le dit. Je ne crache. Pourtant, j'ai pris des PV, on m'a arrêté, j'ai fait de la garde à vue, j'ai fait des conneries. Mais on n'a pas le droit de cracher sur des gens qui donnent leur vie à la nation. C'est impossible. C'est aux États-Unis, quand la population lambda croise un Marines en tenue, elle lui dit « Thanks for your service ». C'est en France, une fois... Si après le Bataclan, on a eu cette période, mais elle n'a pas duré longtemps. 10 minutes. Ouais. Une fois, je dis ça à quelqu'un, et il me dit « Mais pourquoi je te remercierais, c'est ton job ?» Je dis « Non, mais je te demande rien, je te donne un exemple. Ouais, » Mais ça veut tout dire. Hein ? Mais ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Comment vous expliquez justement qu'on en soit arrivé là, justement, alors qu'il y a moins encore d'un siècle encore, les manuels louaient l'histoire de France, apprenaient le patriotisme aux gamins, et là on dirait que c'est un gros mot aujourd'hui de parler de patriotisme, de sentiment français. Alors, en Angleterre c'est pareil, hein. C'est la même chose. Il y a ce même délitement ? Oui, ce même délitement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ceux que nous avons colonisés sont en France. Ce sont des gens qui viennent vivre en France. Hein. Certains viennent en France avec de bonnes intentions. D'autres viennent en France avec de bonnes intentions, mais elles ne restent pas souvent. Et ces gens-là, et ça, c'est du vérifié, c'est du vécu, veulent se venger d'avoir été colonisés, d'avoir été esclavagistes. Plutôt veulent venger leurs ancêtres, c'est ça ? Oui, mais ils veulent les venger au XXIe siècle. Alors qu'ils sont pour certains français. Mais alors qu'ils sont pour certains français, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est en permanence, et c'est vraiment dans un autre domaine, le terrorisme islamiste sur lequel je travaille énormément. On marche sur des œufs en permanence. On a peur d'être fier de Napoléon, par exemple. Si on est fier de Napoléon, forcément, on est pour l'esclavagisme. On a peur d'être fier de Bijard, par exemple, un général, un héros des guerres de décolonisation, de la Seconde Guerre mondiale également. Parce que si on prononce ce mot, on va me dire, donc tu es pour la torture, tu étais pour la torture en Algérie. C'est cet amalgame en permanence qui fait perdre les repères et les esprits de certains. Et en fait,
on est en train de, petit à petit, se déliter, perdre notre identité, perdre nos valeurs et perdre la fierté d'être français. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que c'est pas, ça se vérifie pas sur une décennie. Ça se vérifie sur plusieurs décennies. Et nous avons commencé ce délitement, malheureusement, à partir des années 80. À partir des années... Il y a eu les 30 glorieuses, et puis après, ça s'est retombé, ça retombe de plus en plus. Aujourd'hui, les seules unités, on retrouve cette fierté-là dans les régiments. Les gens sont tous habillés pareil, ils ont tous le drapeau français comme étendard, le drapeau français au sens noble du terme. Et ils sont prêts à mourir pour leur pays. Et ils ne comprennent pas que des gens soient autant anti-français dans le civil. Ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous le tenez d'où, votre patriotisme, Pierre Martinet ? De nulle part. Je tiens mon patriotisme parce que j'aime mon pays. Mon patriotisme, c'est aider une vieille dame dans le métro, là, ou ce matin, aider un vieux monsieur à descendre sa valise du train. Mon patriotisme, c'est... Ou laisser sa place quand on est dans le bus et qu'on est un gamin à une vieille dame ou un vieux monsieur. Évidemment, mon patriotisme, c'est aussi défendre les autres. Ça m'est arrivé souvent dans les transports en commun quand je vivais à Paris. Mon patriotisme, c'est aussi l'histoire de mon pays. Il ne s'est pas construit du jour au lendemain. Je viens d'une famille qui est issue de l'Italie, de l'Algérie, de l'Espagne. Mais on a tous un dénominateur commun, c'est la France. Et c'est pas... J'arrive pas à comprendre, moi, j'arrive pas à comprendre. Vous comprenez pas le sentiment anti-français qui Ça m'attriste, en fait. Ça m'attriste parce que ça m'est arrivé de répondre à un politique, quand je vous entends parler, je regrette d'avoir servi pendant 20 ans mon pays. Vous me donnez envie de vomir. Voilà. J'ai l'impression... c'est certains politiques, ça, c'est pas tous, quand même. Non, certains politiques que je lis, que j'ai pu croiser, c'est... Il y en a quelques-uns, là, que vous avez en tête, parce que c'est l'occasion, hein, après tout. Alors, je pourrais donner son nom, parce que j'ai répondu sur Twitter, mais je ne me souviens pas exactement son nom. Mais c'était quelqu'un de la France Insoumise, je crois, et qui n'ont de cesse de vomir sur ce pays. C'est insupportable, en fait. C'est insupportable parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des... jeunes de 20 ans qui sont morts en Afghanistan, des jeunes de 20 ans qui sont morts au Mali ou dans d'autres pays, ou même ici, je pense aux policiers, qui sont morts pour leur pays, et se faire cracher dessus en permanence par ces gens qui n'ont aucune valeur, aucune substance, c'est révoltant en fait. Alors Pierre Martinet, on va bien sûr revenir longuement à votre parcours. Juste un instant, le sport, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on en reparle parce que vous avez couru il y a quelques années, je crois, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, votre premier Ironman. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous appréciez dans cette discipline qui est quand même bien particulière, hein, qui marque un peu le dépassement de soi, ce qui est d'ailleurs votre marque de fabrique. Pourquoi cette discipline-là ? On rappelle ce que c'est que l'Ironman. Alors l'Ironman, c'est un triathlon. Ironman, c'est une marque déposée. Ce sont des militaires américains qui faisaient du triathlon. Ils se sont lancés un défi avec des jeunes et c'était à Hawaï. Hein, et ils ont pris 3 disciplines qui se déroulaient sur les îles. À savoir. Oui, je vous interviewe et puis il y a vos collègues, hein, la police qui passe. Donc en ce moment, c'est un clin d'œil. En ce moment, ils doivent être sur les dents. En fait, ils sont sur les dents. Il y avait une épreuve qui se déroulait en mer, donc une natation, 3,8 km de natation, une course de vélo de 180 km, et le marathon d'Hawaï qui a toujours lieu actuellement. Donc ils ont réuni ces 3 disciplines et ils se sont dit on va faire un triathlon longue distance. Et de fil en aiguille, ça s'est transformé. Ils ont les Américains faisant le business un peu de tout, donc ils ont transformé cette discipline hors norme en triathlon avec l'appellation Ironman. Donc l'Ironman, comme je vous le disais, c'est une natation de 3,8 km en mer ou en lac, une partie à vélo de 180 km sur du plat ou alors montagneux, et un marathon, 42 km 194 à faire. Donc parfois je dis ça, ils me disent vous faites ça sur 3 jours, je dis non, on fait ça. Et voilà, là cette année j'en ai fait... Ah, et vous les gardez comme des médailles quoi. Ouais, parce que cette année je devais en faire 4. Ça, c'est le Half Ironman, donc c'est les distances divisées par 2 à Aix. Ça, c'est Nice. J'ai commencé Vichy, mais j'ai eu un problème dans l'eau, donc
j'ai arrêté. Je devais faire Barcelone, mais j'avais pas récupéré, donc je ne l'ai pas fait. Je devais faire le 3 novembre l'Ironman de Tel Aviv. Malheureusement, je ne pourrais pas y aller. Donc je me suis rapatrié sur l'Ironman de Californie en décembre. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai toujours voulu faire ça déjà. Et depuis une dizaine d'années, exactement depuis 2016, j'ai un peu plus de temps. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour s'entraîner. C'est l'entraînement à plein temps. C'est en gros entre 15 et 25 ou 30 heures de sport par semaine. Et ensuite, ce n'est qu'une restitution. Quand on en parle comme ça, je me disais, mais c'est un truc de fou, je n'arriverai jamais à enchaîner ces 3 disciplines. Mais en fait, si on est bien entraîné, si on a une discipline de vie assez stricte, si on a une hygiène assez bonne, on y arrive. Pas facilement, mais on y arrive. Et après, après c'est suivant son âge, hein, mais ça laisse des traces parce que l'âge avançant, on a de l'arthrose, on a mal aux genoux, on a mal aux épaules. Et cette discipline, c'est une véritable introspection. Ce genre de discipline, c'est une discipline individuelle et on passe, le jour de l'épreuve, on passe, en fonction de son niveau, 10, 12, 13, 15 heures, seul face à soi, avec des moments d'euphorie, de doute, de souffrance, de moments plus faciles. C'est une expérience extraordinaire et c'est un sport qui apprend énormément sur soi. Alors, Pierre Martinet, si vous le voulez bien, à présent, on va tranquillement comme ça entrer dans le vif du sujet et parler plus en détail de votre parcours dans l'armée. D'abord, première chose, même si vous avez déjà commencé à en parler, cette entrée dans l'armée, racontez-nous, c'est une sélection drastique, j'imagine, surtout dans la filière dans laquelle vous êtes entré. Alors, je suis rentré donc le 2 août 82 au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne. C'était un régiment à l'époque entièrement, ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'était un régiment professionnel. Donc ça commence par une sélection effectivement sur dossier, les fameux 3 jours qui se passaient à l'époque. Je ne sais pas si ça se passe encore comme ça. Et ensuite, eh bien, on commence, ceux qui sont retenus et qui arrivent à cette date-là, on commence à faire l'apprentissage pour devenir un bon soldat, un super soldat et un parachutiste. Donc ce qu'on appelle vulgairement les classes, qui peuvent durer 4, 5, 6 mois s'il y a de la formation complémentaire, avant d'intégrer une unité de combat. À cette période, on est arrivé, je m'en souviens, on est arrivé à 73 à peu près, plus de 70, une grosse incorporation. Et à la fin, il en fallait 30 pour la première compagnie de combat, et 5 ou 6 pour une autre compagnie, et 2-3 pour la compagnie de soutien et de service. Donc la sélection a été assez rude, hein. Les classes sont dures, les instructeurs ne prennent pas de gants, on dort pas bien, on mange pas bien, on fait du combat, on est malmené psychologiquement de façon à voir ceux qui sont capables de tenir et ceux qui sont pas capables, donc qui pourraient le jour du combat être défaillants. Donc le but c'est de pousser les gens au maximum de façon à voir ce qui le but c'est de faire sortir la quintessence de chaque individu. Parce que faut pas oublier que le but ultime c'est de partir au combat. Donc on n'a pas droit d'avoir un doute sur un individu. Si cet individu ne fait pas l'affaire, il vaut mieux s'en séparer que de le voir mourir au combat. Alors, vous pouvez nous rappeler rapidement comme ça, parce que vous êtes retiré aujourd'hui, c'est ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir cette liberté de parole, votre parcours, donc tous les différents grades, si je puis dire, que vous avez eu. Alors je suis rentré à Carcassonne, hein, dans ce régiment. J'avais le choix, quand j'ai passé mes 3 jours, on m'a dit, j'avais un niveau qui permettait d'intégrer directement une école pour devenir sous-officier tout de suite, mais en n'ayant pas la certitude d'avoir ce que je voulais comme régiment. Donc moi j'ai dit non, je veux rentrer directement au 3e RPIMA. Le 3e RPIMA à Carcassonne, je suis rentré donc par la toute petite porte comme soldat. Donc j'ai fait mes classes et j'ai terminé dans les premiers. Ensuite, on a la possibilité dans l'armée, il y a vraiment ce qu'on appelle vulgairement dans le civil, c'est l'ascenseur social. Si vous êtes fort... Donc ça marche dans l'armée. Ah ben ça marche très bien. Vous étiez issu d'un milieu socialement plutôt modeste Modeste, ouais. Middle class, quoi. Mon père était sous-officier, après il était policier, ma mère était femme au foyer.
Et ouais, j'étais un milieu, on va dire, de fonctionnaire. Et Donc là, ascenseur social dans l'armée. on peut se fixer des objectifs et les atteindre, en fait. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. La seule barrière, c'est soi-même. Donc moi, je m'étais fixé comme objectif, chaque année, de prendre un galon et de devenir sous-officier. Je voulais être sous-officier en moins de 4 ans. Et c'est ce que j'ai fait. C'est terminer dans les premiers dans chaque stage, être volontaire, avoir l'agnac, être sportif. J'étais un sportif de haut niveau déjà avant d'arriver, donc c'était tout ce que j'ai pu faire là-bas, c'était super facile pour moi. Et puis ensuite, je me suis jamais pris au sérieux. J'avais des camarades, mais qui sont toujours mes amis aujourd'hui, plus que des amis, c'est des frangins, que je revois régulièrement, que j'ai vu la semaine dernière, parce que le dernier d'entre nous est parti à la retraite après 41 ans de service. Donc si vous voyez un peu ce que ça représente comme abnégation et comme labeur, comme sacrifice qu'il a pu faire dans toute sa vie. Et si vous êtes volontaire, vous pouvez aller faire des stages, vous pouvez aller passer des examens, vous pouvez monter en grade. Et donc vous alors, pour revenir sur cette question que je vous posais, donc les différents grades que vous avez occupés, donc vous êtes devenu sous-officier, c'est ça? Alors pas tout de suite, hein, on suit le cursus normal, première classe, caporal-chef, ensuite sergent-chef, et après j'allais passer adjudant quand je suis parti à la retraite. Mais en fait, dans mon parcours, mon seul objectif à moi, c'était d'aller toujours plus loin que ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que à une période de mon parcours militaire, quand j'ai côtoyé, quand j'étais pendant la guerre du Liban, quand je suis allé pendant les événements de Nouvelle-Calédonie en 88, pendant la guerre du Tchad 84 et 87, j'ai côtoyé des unités un peu non conventionnelles. Et je me suis dit, tiens, ça me correspondrait pas mal parce que j'adore la compagnie de combat, le groupe, la cohésion. J'ai été formé à mon tour, après, quand j'étais sous-officier, je suis parti former à mon tour des jeunes qui arrivaient du civil. Et ça, c'est un truc extraordinaire. On prend des civils et 6 mois après, ce sont des tueurs, entre guillemets. Avec des rapports qu'on trouve nulle part ailleurs. Ces rapports-là, ce ne sont pas des rapports hiérarchiques conventionnels. C'est-à-dire qu'on n'impose pas le respect. Le respect est naturel parce qu'on est un exemple pour les gens qu'on dirige, qu'on commande, qu'on forme, qu'on le dirige aussi dans des opérations. Les gens nous respectent parce que on les respecte. J'ai jamais été aussi dur avec des individus que ceux que j'ai formés. Cependant, aujourd'hui, je les considère comme ma famille et ils me considèrent aussi comme leur famille. Parce qu'il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de brimade, il y a juste de l'entraînement. Et pour moi, l'entraînement est supérieur à ce qu'on peut retrouver en réalité. Donc, une fois que j'avais passé pas mal d'années dans une unité conventionnelle, je me suis aperçu que j'avais quand même l'esprit à aller vers le non conventionnel. Et après, je n'ai eu de cesse de postuler pour aller aux nageurs de combat d'abord, les nageurs de combat du service action de la DGSE, on pourra en parler après. Et ensuite, je suis allé vers les unités clandestines du service action de la DGSE. On dit souvent aujourd'hui que l'armée française, en tout cas on l'entend parfois, en plus encore ces derniers temps, ne serait peut-être plus capable de faire face à une guerre de haute intensité. Est-ce que c'est vrai ça, Pierre Martinet? Alors l'armée française, elle dépend des politiques. Donc aujourd'hui, les politiques aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, les politiques ont décidé de dénuder un peu l'armée française. Je rappelle qu'on n'a plus d'armement français. Enfin, je parle du soldat. Hein. Jacques Chirac a suspendu le service militaire. Bon, ça, c'était anecdotique, mais bon, c'est quand même peut-être quelque chose que... Alors oui, le service militaire, aujourd'hui... Un bon oeil, quand même. Alors, le service militaire, à cette période-là, était surtout dirigé vers les... Oui, mais il avait une utilité opérationnelle parce que à cette période-là, dans les années 80, jusqu'à ce que le service soit supprimé, il y avait quand même... La menace, c'était l'Est. Il y avait encore les deux blocs, le bloc de l'Est et de l'Ouest. Tout ce qu'on faisait, c'était diriger contre l'URSS à l'époque. Une fois que le mur est tombé, la menace a changé. Effectivement, le service militaire, à cette période-là, était aussi un lien social. Ça permettait à certaines personnes de s'affirmer. Tout le monde était logé à la même enseigne, sauf ceux qui avaient un peu de piston et qui pouvaient aller dans des endroits un peu tranquilles ou des endroits qu'ils voulaient choisir. Mais je pense qu'à cette période-là, on n'avait plus les moyens d'entretenir une telle armée.
il vaut mieux une armée professionnelle, bien équipée, bien armée, bien entraînée, utilisée à bon escient, que cette grande armée française avec très peu d'unités professionnelles, qui n'était pas beaucoup plus équipée que les autres, avec beaucoup d'appelés qui, pour la plupart, s'emmerdaient toute la journée. Et moi, j'étais assez favorable pour ça. Aujourd'hui, on voudrait remettre le service militaire pour créer un lien social. Pardon. Vous êtes pour son rétablissement, vous? Non. Ah oui. Ah non, moi, je ne suis pas pour la... Ah ouais. Ah non. Non. Alors ça m'étonne, mais bon. Non, parce que je préfère... C'est pas un bon intégrateur, vous parliez d'ascenseur social. Ah non, mais oui, c'est un intégrateur. Mais les gens restaient 12 mois, c'est tout. Je parle de l'ascenseur social, je parle pour les unités professionnelles. Moi, je suis... Ça faisait office de belle campagne de pub, de promo. Ah, bien sûr, mais... L'armée, non? Je pense que, tel qu'il était à l'époque, il serait inadapté aujourd'hui, en fait. Parce que la menace est différente. Il serait inadapté. Après, il faudrait trouver une autre solution de façon à ce que... Moi, je pense qu'il faut créer beaucoup plus de liens armée-nation. Pas forcément par le service national, mais par autre chose. Des événements, des portes ouvertes, etc. En Israël, ils ont un service continu, entre guillemets. En Israël, ils sont en guerre depuis la naissance. Donc, on doit consacrer toute une partie de sa vie à ça, être même réserviste. En Israël, ils n'ont pas le même état d'esprit qu'en France. Et ils n'ont surtout pas le même danger. Je suis plus favorable, par exemple, à une garde nationale, un peu comme aux États-Unis. Ça, en revanche, ou plus favorable pour développer les réserves. Mais moi, je suis favorable pour une garde nationale. La garde nationale, c'est un mixte entre le service national et l'armée de métier. Tout à l'heure, on parlait de grade, justement. J'aimerais bien avoir votre impression là-dessus, sur les hauts gradés dans l'armée. On explique parfois qu'ils sont sans doute incompétents, car ils n'ont, pour certains, jamais été sur des terrains de guerre. Est-ce que ça vous parle, cette analyse-là? C'est faux. C'était vrai... Vous auriez la liberté de les critiquer aujourd'hui? Ah mais bien sûr. Ouais. Je les côtoie aussi. Hein. Ouais. C'est faux. Parce qu'un général aujourd'hui, 5 étoiles, c'est un... Il a forcément été sur des terrains de guerre? Alors, il n'a pas été forcément sur des terrains de guerre, parce que il a été forcément chef de section, commandant d'unité. Je parle pour les fantassins, hein, je parle pas de technique. Hein. Il a été il a été chef de régiment, enfin, il a commandé un régiment où il a été à des fonctions hautes dans un régiment. Donc c'est faux de dire aujourd'hui que les généraux ne sont pas compétents. Déjà, en France, on a, alors il y en a peut-être beaucoup trop. En revanche, tous les généraux, tous ceux que je connais, tous ceux qu'on voit, ils ont forcément été, avant d'être nommé général, il est sorti de Saint-Cyr, on va dire, ou d'autres façons. Mais Saint-Cyr, c'est pas forcément un terrain de guerre, hein, pardon. Mais la guerre, ça... Moi, je vois tous les généraux de plateau, ça me fait penser un peu à l'époque, excusez-moi, sur le Covid, où il y en avait quand même pas mal. Bien sûr. J'ai envie de dire, mais ils sont pas dans leur service, je parlais des médecins. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, je me dis quand même, c'est marrant, il n'y a jamais eu mais les généraux que vous voyez sur les plateaux, ils sont plus en activité. En retraite, ouais, ils sont en deuxième section. On dit ça, il n'y a pas de retraite. Si, il y a une retraite, mais pas tout de suite. Ils sont tous en deuxième section. Après, en fait, sur les plateaux télé, mais ça se passe aussi pour les gens comme moi, hein. Sur les plateaux télé... vous y êtes aussi sur les plateaux télé, mais vous êtes aujourd'hui, voilà, retiré. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens viennent donner leur expertise en fonction de leur vécu. Mais non, il faut reconnaître que l'armée française, c'est une très bonne armée. C'est une très bonne armée sur le plan technique. Elle est reconnue. Encore aujourd'hui. Bien sûr. Mais il ne faut surtout pas oublier que les militaires sont aux ordres des politiques. Donc en fait, on a les services qu'on mérite, nous avons les policiers et les forces de l'ordre qu'on mérite, nous avons les militaires que nous méritons. Tout ça, on subit tous les orientations. Est-ce qu'on a le chef des armées qu'on mérite? Parce que je rappelle que dans notre pays, le chef des armées, c'est le président de la République, un certain Emmanuel Macron. C'est un bon chef des armées, Pierre Martinet, Emmanuel Macron. Depuis que les présidents n'ont plus mis les pieds dans le... Ah oui, il y a le gyrophare, comme si c'était pour vous. Depuis que les présidents n'ont plus mis les pieds dans un régiment ou dans une section, n'ont plus fait leur service militaire ou n'ont plus côtoyé des pays en crise, comme pendant l'Algérie, l'Indochine, on a les présidents qui ressemblent à la plupart des Français. C'est-à-dire que ce sont des chefs de guerre sur le papier, mais moralement, pour moi, ce ne sont pas des chefs de guerre. Le départ de Pierre de Villiers, on s'en souvient, ça avait été un des événements marquants du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous en aviez pensé quoi de ce départ?
Il est fidèle à ses convictions et effectivement, quand on est à cette place-là d'un général 5 étoiles est plus une place politique qu'une place militaire. Et pour en arriver là, pour en discuter régulièrement avec certains camarades que je côtoie qui sont généraux, après ils me disent si on veut gravir, si on veut monter au-delà du 3-4 étoiles et avoir des responsabilités au sein du ministère de la Défense ou auprès du président de la République, il faut avaler des couleuvres, il faut être politique. Effectivement. Mais ça n'enlève à rien. Actuellement, le chef des armées, je parle le SEMA, hein, le général qui commande les armées, c'est un guerrier, quoi. C'est un ancien shooter-ops, c'est quelqu'un qui a baroudé, c'est un guerrier. Mais il est aux ordres des politiques. C'est quoi d'ailleurs, ça pose cette question, d'ailleurs, ça m'amène à poser cette question finalement assez simple mais si difficile, à laquelle il est si difficile de répondre. C'est quoi aujourd'hui un bon chef? Un bon chef, c'est celui qui est devant. Un bon chef, c'est celui qui montre l'exemple. C'est celui qui est authentique, sincère et exemplaire. C'est très simple. Exemplaire. Exemplaire. Pensez qu'Emmanuel Macron, avec ses différentes phrases photogénantes, ça le dit pas forcément. Non, pour moi, il n'est pas exemplaire. François Hollande n'était pas exemplaire. Ah, mais ils sont chefs, hein, des armées. Non, mais ils ne sont pas exemplaires. Je pensais que vous me parliez des militaires. Là. Non, pour moi, ils ne sont pas exemplaires. Moi, j'ai arrêté de voter quand François Hollande a été élu. Pas parce qu'il a été élu. Et pourquoi ils ne sont pas exemplaires? Parce qu'après tout, finalement. Parce qu'ils n'ont pas de gueule, en fait. Ils n'ont pas d'authenticité, ils n'ont pas de sincérité. Ça m'est arrivé aussi d'être sur des plateaux télé avec des politiques. Alors, je vais vous expliquer. Je rencontrais une personne au maquillage, une personne sur le plateau et une troisième personne en sortant du plateau qui fumait sa clope en discutant de ce qu'on venait de... Et la vraie, c'était laquelle? On ne sait pas. Et voilà. Donc je me suis dit, mais dans ma tête, je me disais, mais t'es qui toi en fait? T'es lequel? Mais véridique, hein, ça je l'ai écrit dans le bouquin, je crois. Avec Marc, on en parlait régulièrement, Marc Junia avec qui j'ai fait le livre. Mais je me disais, mais comment on peut faire confiance à quelqu'un qui est incapable d'être authentique? Et moi, je trouve aujourd'hui que ce qui manque le plus aux hommes politiques, c'est l'authenticité et la sincérité. Je ne dis pas qu'ils ne font pas d'efforts, je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés, mais ils n'ont rien dans le caisson, en fait. Ils ont pas chez nous, on dit il a de la gueule, le mec. Mais ce n'est pas péjoratif avoir de la gueule. C'est quelqu'un qui a de la profondeur. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui parle sur un plateau de télévision ou qui parle à des gens qui soient... Un Bijard, il n'y en a plus, quoi, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais Bijard, vous dites ça aujourd'hui, Bijard, les gens vont vous dire, mais c'est un clown. Pour la plupart, c'est un clown. En revanche, c'est un mec qui a tout donné pour son pays. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Moi, je l'aime. Et ce qui manque aux hommes politiques, c'est de pouvoir parler de la même façon à un ouvrier qu'à un PDG. Alors, Pierre Martinet, j'aimerais qu'on parle maintenant de vos livres, puisque c'est aussi l'objet de cette émission, c'est comme ça que je vous ai connu. Vous commencez notamment votre premier livre par votre début de carrière dans l'armée, justement, et le tragique attentat de Beyrouth, où en 1983, vous êtes dans les décombres du Drakkar, où gisent des dizaines de corps de parachutistes français tués. Quel souvenir vous gardez de cet événement? Je garde l'odeur de la mort et la vision d'horreur. Ça va faire 40 ans le 23 octobre. C'est dans quelques jours. J'avais 19 ans. Ouais, parce qu'on rappelle que cette émission elle est enregistrée un petit peu à l'avance de sa diffusion. Oui. Et j'avais 19 ans. On avait tous à peu près cet âge-là, les soldats. Et le 23 octobre à 6h20, 6h25, il y a eu 2 bâtiments qui ont été attaqués, c'est-à-dire les Américains, où ils ont eu plus de 250 morts, je crois. Et le poste de commandement Drakkar, hein, au sud de Beyrouth, avec des parachutistes jeunes, appelés service long, qu'on appelait à l'époque, VSL, volontaire service long, qui étaient volontaires pour les servir à Beyrouth. Je rappelle, à cette période, on faisait partie de la force, la FMSB, la force multinationale de sécurité à Beyrouth. On était là pour aider à apporter de la paix, s'interposer entre les musulmans et les chrétiens qui voulaient s'égorger. Donc on est arrivé là-bas très tôt le matin, je me souviendrai toute ma vie, hein. Je terminais une permanence radio à notre poste, à nous. J'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais pas réveillé celui que je devais réveiller après pour prendre la permanence
de minuit à 6 heures. Donc à 6 heures, je suis relevé. À 6 heures, je vais me mettre sur mon lit Pico, mon lit de camp, le fameux lit de camp militaire de l'époque. Et j'ai pas eu le temps d'enlever mes Rangers, parce qu'on a entendu ces 2 détonations dans Beyrouth. Et très vite, on s'est retrouvés là-bas. Très vite, on a vu des corps démembrés ou des gens qui étaient abasourdis, qui savaient pas où ils étaient. Et on a commencé à déblayer, quoi, parce que c'était un bâtiment de je sais plus combien d'étages, mais qui s'était affaissé sur lui-même, comme un château de cartes. A priori, c'était un camion piégé qui est rentré sous le parking, dans le parking souterrain. D'autres personnes disent que c'était un ancien PC des forces syriennes qui était déjà piégé et qui honnêtement, j'en sais rien. Donc on a passé une semaine à sortir des corps, des cadavres, des gens qui étaient encore vivants, blessés. Et ça a traumatisé pas mal de monde. J'en parle dans mon premier livre. Mon premier mort que je vois, il avait dû être réveillé par l'explosion, donc il dormait, hein. Il avait dû être réveillé par l'explosion. Il s'est assis sur son lit de camp et instantanément le bâtiment s'est écrasé, donc il était accroupi sur lui-même. Il avait les fers de béton, les bétons armés, pardon, les fers qui lui transperçaient le corps. Il était tout noir. J'avais l'impression que je croyais que c'était un black, et en fait non, c'était pas du tout un black. Il était bleu en fait. Son corps a implosé. Et je me souviens avoir pris sa plaque, son nom m'est resté gravé toute ma vie, quoi. Pierre Martinet, justement, on parle du Liban, vous qui y avez été sur ces terrains de guerre. Comment vous expliquez les fondements de ce pays qui était jadis considéré justement comme la Suisse du Moyen-Orient ? Oui, c'est vrai que pour avoir vu beaucoup de photos de cette période-là, c'était extraordinaire, surtout la place des Martyrs. Et pour avoir vu la place des Martyrs détruite pendant la guerre, c'était assez triste. Ouais. On devrait vraiment en tirer des leçons, parce que ce pays était multiculturel et il a explosé entre toutes les factions qu'il y avait là-bas, les chrétiens d'un côté, les musulmans de l'autre. Et je me souviens, il y a quelque temps, pendant les émeutes, je me disais, c'est bizarre parce que ça me rappelle le Liban avant la guerre, où ça commençait il commençait à avoir ces oppositions, ces face-à-face, comme avait dit Gérard Collomb, ces face-à-face entre certaines communautés, notamment entre les musulmans et les chrétiens. Et honnêtement, c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui en Europe. Et si on ne fait pas attention, on peut retrouver les mêmes conséquences qu'au Liban ou qu'en ex-Yougoslavie. Qu'est-ce que vous pensez justement des accointances entre le Liban et le Hezbollah ? Je crois que le Hezbollah joue sur la détestation d'Israël, et c'est pour ça qu'il a trouvé une certaine place. C'est un groupe terroriste, le Hezbollah, pour vous ? C'est un groupe terroriste. Alors je trouve aberrant qu'on puisse dissocier le Hezbollah politique et le Hezbollah militaire. Enfin, ça, c'est aussi... Donc, parce qu'il est considéré, le Hezbollah politique, pour certains, il n'est pas terroriste, mais le Hezbollah militaire, il l'est. Donc ça aussi, c'est un petit peu les incohérences des Européens. Le Hezbollah est un groupe terroriste, le Hamas est un groupe terroriste, la branche armée, la branche politique, c'est la même chose. Voilà, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour moi, il n'y a aucun doute. On est d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le dire aujourd'hui côté Aujourd'hui, LFI, il y a il y en a 2-3 qui le disent, mais après, il y a toujours le mais. Le Hezbollah et le Hamas n'ont que faire des Palestiniens et de la terre de Palestine. Ils n'ont qu'une idée en tête depuis la création de leur groupe, c'est de détruire Israël. C'est écrit dans leur charte fondatrice, ils ne veulent que détruire Israël. Donc après, on peut tourner le truc dans tous les sens. Oui, mais ils ont commencé, c'est pas eux, c'est pas nous. Enfin, on s'en sortira jamais. La seule chose qui est certaine, c'est qu'ils ne veulent pas la paix avec Israël. De manière générale, Pierre Martinet, c'est quoi les terrains d'opération, si je puis dire, que vous avez fréquentés, et puis j'ai envie de dire aussi ceux que vous avez le plus appréciés? Mais bon, c'est le Moyen-Orient. Ouais, le Moyen-Orient, le Tchad plusieurs fois, la Nouvelle-Calédonie, pendant les événements, les événements dont la prise d'otage a ouvert en 1988. Hein. J'étais pas à Ouvéa pendant la prise d'otage, mais ma section y était.
La Centrafrique, le Sénégal, j'en oublie d'autres, Djibouti, etc. Je garderai toujours en mémoire ma première mission, qui a été violente. Alors justement, on fait quoi quand on est en terrain d'opération? Allez, racontez-nous. Parce que j'ose vous poser peut-être une question à laquelle vous n'allez pas vouloir répondre, mais pensez que vous avez tué combien de personnes? J'en sais absolument rien. Ça m'est arrivé de tirer à Beyrouth, mais c'était dans des conditions particulières. Après, il y avait... à Beyrouth, par exemple, on était en ville, donc on appelle ça le combat de localité, très compliqué, très stressant. Après l'attentat de Drakkar, on ne dormait jamais au même endroit. On avait un poste, mais le soir, on prenait un sac, un duvet, on allait dormir sur les toits, environnement, de façon à ce qu'on, parce qu'on avait peur aussi d'avoir un attentat. Donc le Beyrouth, c'est la mission qui me restera, celle que je retiens le plus. Après, on est devenus des chasseurs au Tchad pendant l'opération Manta. Là, on recherchait des rebelles qu'on appelait le Gunt, hein, c'est les rebelles du Goukouni Wedei à l'époque, qui voulaient faire tomber, je schématise hein, parce que ça serait compliqué avec eux, qui voulaient faire tomber Hissène Habré à l'époque. Et là, c'était le désert. Désert. On partait 15 jours, 3 semaines dans le désert. On appelait ça la nomadisation. Et là pour faire référence à ce que faisait mon père, lui, après l'Algérie, il s'est retrouvé dans le désert au Niger, et il était garde-frontière avec une section de locaux, de Nigériens, avec un officier français, lui, plus une trentaine de soldats nigériens. Et ça, il le faisait à dos de chameau. Et nous, on le faisait en VLRA. Donc, quelques années plus tard, j'ai fait à peu près la même chose, mais avec un VLRA. Donc, on n'avait pas grand-chose, hein, on n'avait pas à bouffer, on n'avait que des rations individuelles. On n'avait pas d'eau, donc on se déplaçait de puits en puits pour boire l'eau tarie des puits. Donc, on filtrait sommairement et on mettait des cachets pour pas tomber malade. On était obligé de tuer une gazelle de temps en temps pour pouvoir manger. On a vécu des trucs extraordinaires. On dormait en plein désert, les tempêtes de sable, etc., etc. Ça, c'est pareil, c'est inoubliable. Dormir en plein désert, c'est dans des trous de combat, hein, parce que c'était pas le camping, quoi. Trous de combat, armés, enfin, prêt à en découdre si on était attaqué. Vous avez cru mourir à plusieurs reprises? Non, jamais. Même à Beyrouth, quand je suis tombé dans une embuscade avec 3 de mes camarades, dans une embuscade violente en véhicule, où on a pris une roquette d'RPG dans le camion et on a été criblé de balles. Donc on savait pas d'où ça venait, ça tirait partout. Et j'ai même pas pensé à la mort une seconde. Vous racontez justement dans votre livre la perte de camarades. Comment est-ce qu'on le vit quand on est militaire? Vous disiez c'est la famille quasiment. On le vit très mal. Et c'est traumatisant pour nous. Et on l'oublie jamais en fait. Tout le temps, on parle de lui. Le jour où on parlera plus de lui, on l'aura oublié, donc on l'oublie jamais puisqu'on parle tout le temps de lui. Il est toujours là. Et ça fait partie ça fait partie de l'engagement. On sait très bien qu'on peut mourir. On en a vu pas mal. Être prêt à mourir, c'est le cœur de votre engagement, de votre métier, ça. Alors on est prêt à mourir et on est prêt à tuer. Donc ça, il n'y a pas de questionnement. Enfin, c'est très clair. Ça vous est jamais arrivé de remettre en question quand même votre engagement et de vous dire que ça en valait peut-être pas la peine, tout ça, hein? Non. Pendant, non. Aujourd'hui, peut-être, mais pendant, non. Non, parce que on peut pas se permettre de se poser des questions existentielles quand on va dans des missions, quand on part en opération, parce qu'on se met pas uniquement en danger, on peut mettre en danger ses camarades aussi. Donc si on a des états d'âme, vaut mieux partir. Ça ne veut pas dire qu'on est bête et qu'on ne réfléchit pas. Ça veut dire que le jour où on part en mission, si on n'est pas convaincu qu'on est dans le juste, il faut partir. Il ne faut pas rester. Alors, vous avez donc, on va y venir maintenant, rejoint le service Action, hein, ce fameux service Action. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Quelle est la différence avec les autres services justement spéciaux? Le service Action, c'est la branche armée clandestine des services secrets français. C'est un petit peu les services secrets français, on va dire les services secrets français modernes,
entre guillemets, ont été créés par le général de Gaulle à Londres. C'est les services secrets de la France libre, le fameux BCRA, qui venait en France à la fois pour faire du renseignement, pour commettre des actions sur les unités allemandes, et aussi pour accompagner les partisans et les résistants français qui s'étaient constitués en commando. En quelle année vous l'avez rejoint ce service ? Alors, j'ai fait ma demande en 1995. Et j'ai intégré en 1997. Si je ne me trompe pas, 95, 13 ans après votre entrée dans l'armée, quoi. Voilà. Et ça s'est passé aussi, c'est une histoire de lecture aussi. En 1985, je ne sais pas si vous en souvenez certainement, le fameux Rainbow Warrior, le bateau de Greenpeace qui a été coulé par une unité clandestine des nageurs de combat. C'était un fiasco total, bien évidemment. Politique, fiasco politique. Et c'est la première fois qu'un politique donnait les noms de ses agents en pâture à la presse et aux autres services. C'est un truc inimaginable. C'est très mal vécu par les services. C'est le Premier ministre de l'époque, si je ne me trompe pas, Fabius, qui a balancé en clair le nom de ses agents qu'il avait envoyé lui-même couler un bateau, enfin lui-même, que le gouvernement avait envoyé pour couler ce bateau. Quelques années après, 2 ans après, je crois, il y a un des... C'est quand même un champion, lui, Laurent Fabius. Il les a enchaînés, quand même, dans sa carrière. Je peux vous dire que celui-ci, il n'a jamais été dans le cœur des agents de la DGSE, du service action et de la DGSE. Ah oui, lui, c'est un champion du monde, lui. Mais tout va bien parce que j'ai l'impression qu'il vit toujours... Ah bah oui, il est président du Conseil constitutionnel, si je ne me trompe. Ouais, il est en fin de course, mais ça va bien pour lui. Je pense que ça va bien pour lui. Alors, il y a un livre qui est sorti 1 an ou 2 après, qui s'appelle toujours, parce qu'on peut toujours le trouver, d'occasion, Mission Oxygène. Donc ça a été fait sous pseudo, Patrick Dumont-Nevers. C'est quelqu'un qui a participé à cette mission, donc il a raconté cette mission, parce qu'il faut, juste pour vous remettre dans le contexte, les agents se cachaient. Ils avaient des mandats internationaux au cul, quoi. Interpol les cherchait. Non, mais c'est un truc, c'est du délire. D'ailleurs, il y en a un qui, quand il prend sa retraite quelques années plus tard, il part en Suisse pour faire un stage de reconversion, je ne sais plus dans quel organisme. En franchissant la frontière, il se fait arrêter par Interpol. Il se fait arrêter par la police parce qu'il avait toujours un mandat d'arrêt aux fesses. Donc c'est du délire complet, quoi. Alors, service action, j'aimerais qu'on revienne à la spécificité de ce service. Alors, c'est la branche armée clandestine de la DGSE. C'est une unité qui est capable de faire monter des dossiers à action sur des individus ou monter des dossiers à action sur du matériel. Les fameuses opérations HOMO pour homicide et les opérations ARMA pour ce qui est matériel, le bateau, les bâtiments, etc., etc. Donc, quand j'ai lu ce livre, moi, en une nuit, en refermant ce livre, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Donc j'ai eu de cesse de vouloir aller là-bas. C'est l'élite de l'élite, quoi. Je ne sais pas si c'est l'élite de l'élite, mais c'est parce qu'ils ont une particularité, c'est qu'il y a à la fois l'action et la clandestinité. Donc on est à la fois capable de faire des trucs incroyables physiquement, techniquement, tout en étant clandestin. C'est-à-dire qu'on a des vrais faux papiers, une vie clandestine, une légende. Ceux qui ont vu le bureau de légende, voilà ce que ça représente un peu. La partie clandestine, je parle, pas la partie mission. Elle est constituée uniquement de militaires. Donc le service action est constitué uniquement de militaires. C'est réparti en 4 groupes, en 4 cellules, en 4 unités. Il y a l'état-major, il y a les nageurs de combat, donc qui sont ces fameux nageurs qui ont coulé le bateau. Il y a les commandos spéciaux et clandestins qui sont dans le sud de la France. Et il y a les agents clandestins qui sont dans la forêt d'Orléans. Donc moi, j'ai choisi cet organisme-là, qui s'appelle le Centre parachutiste d'entraînement spécialisé. Et là, on apprend une nouvelle vie, on apprend un nouveau métier. Comment on y rentre alors? Parce qu'il y a des sélections qui doivent être draconiennes. C'est tout con, on fait comme tout militaire, on fait une demande de mutation. C'est une demande de mutation, blablabla. Il y a un formulaire administratif, on est dans l'armée française. On fait une demande de mutation. Ensuite, il y a une première sélection qui est faite sur ce dossier.
Donc ils épluchent tous les dossiers des gens si le profil correspond. Ils appellent en fonction aussi des besoins. Ils appellent les candidats à passer plusieurs jours de sélection à Paris. Différents tests. Psycho, test culture générale, test langue, test par exemple pas mal sur le pays, géographie aussi. Je me souviens, ils nous avaient posé comme question, citez-nous 5 personnages qui ont marqué votre existence. Un truc comme ça. Il y avait Bijard dedans. Il y avait De Gaulle aussi. Il y avait l'abbé Pierre. Il n'y avait pas Lénine. Donc voilà, donc on essaye de sortir du lot des gens qui correspondent un petit peu à la nouvelle vie qu'on va avoir, c'est-à-dire une vie... C'est quoi le quotidien d'un membre de ce service, justement ? S'entraîner, 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 et partir en mission, partir en mission, partir en mission. S'entraîner, ça veut dire... premièrement, la première chose qu'on apprend, c'est on nous démilitarise. Ceux qui ont un peu l'esprit trop militaire, déjà ils viennent pas. Ceux qui ont des prédispositions à devenir civils, entre guillemets, parce que je vous rappelle qu'on part en mission sous fausse identité, on n'est pas en militaire, on est en civil, on est seul. Fini les missions avec un régiment ou une section complète, en treillis. Vous êtes seul ? La plupart du temps, j'étais seul. Seul sur le pays, seul pendant mes missions, mais dans le pays, parfois on était, ou dans la ville, parfois on était 4-5, mais on ne se voyait pas. Mais vous pouviez vous parler ou pas ? Non. On voyait uniquement l'officier traitant à qui on donnait les infos, les rances qu'on avait, et il nous filait les éléments pour après continuer la mission. Votre famille était au courant ? Non. Non. Ah oui, ça c'est incroyable. Vous ne dites même pas à votre famille. Non. Même les plus proches ? Ah bah non. Non, ils savent qu'on est sorti un peu de l'armée, mais ils savent pas ce qu'on fait, quoi. Non, c'est le principe, il y a des gens qui peuvent pas, il y a des gens qui s'en vont, par exemple, pendant la formation, parce que là par exemple, pendant la formation, on vous demande si ça vous pose un problème, est-ce que ça vous pose un problème de mentir ? Parce qu'à partir du moment où vous rentrez au service, vous êtes obligé de mentir à votre famille, à vos proches, à votre femme. J'en connais un qui a dit, au bout d'un moment, il a dit, moi j'arrête parce que je peux plus lui mentir. Et c'est honnête de sa part, ça s'appelle, c'est de l'honnêteté intellectuelle, et il est parti, il est retourné dans la conventionnelle, et sa carrière n'a pas été lésée par sa décision. Même ceux, d'ailleurs, qui échouent pendant la formation, on les renvoie dans la conventionnelle, mais c'est pas pour ça qu'ils sont mal notés. Et vous aviez, alors je vous pose des questions maintenant un peu discrètes, mais vous aviez une vie de famille ? Ouais, j'étais marié à une femme qui était aussi au service d'action de la DGSE. Et elle le savait pas non plus ? Bah si, elle le savait, puisqu'elle était là-bas aussi. Donc là, ça aide un peu. Là, ça aide. C'était plus facile. C'était plus facile. Mais c'était tellement plus facile qu'on s'appelait par nos pseudos. Parce qu'au service action, on a tous des pseudos. On a tous des pseudos pour couper entre la vie réelle et la vie clandée. Donc, au centre, par exemple, on s'appelait tous par nos pseudos. Les proches, j'avais des potes proches, je savais après, je connaissais leur vrai prénom et leur vrai nom, mais certains, je ne connaissais pas leur prénom et leur... D'ailleurs, parfois, quand on partait en stage dans la conventionnelle, on nous demandait, tu connais pas machin, il est à Sercotte aussi. Sinon. Alors que c'est la façon, vous le connaissiez, mais... Ah ben oui, mais des fois, on nous disait, c'est bon, tu peux me le dire. Mais je dis non, je te jure, je le connais pas, parce que ton mec, il a un pseudo, donc je le connais que sous son pseudo, et si tu me dis pas son pseudo, je peux pas savoir. Et il connaissait pas son pseudo, donc c'était... Qui dirige ce service ? Bon, là, je pense que vous ne dévoilerez pas l'identité, mais est-ce qu'on sait si, bien sûr, on le connaît très bien. Non, bien sûr. Alors qui ? Aujourd'hui, je ne le connais pas. À l'époque, c'était un colonel qui venait à l'époque, c'était le colonel qui venait du même régiment que moi. Il s'appelait Johanna à l'époque. Mais c'est connu, vous tapez ce chef du service action. Johanna, il s'appelait. Ouais, Johanna, qui était son vrai nom. Et après, le chef du service action, c'est un colonel ou un général. Et après, il peut grimper dans la hiérarchie, il peut devenir chef de la division opération, parce que le service action dépend de la division opération de la DGSE. La DGSE est constituée de directions, dont la direction des opérations. Et cette direction des opérations est hautement opérationnelle. Donc c'est vraiment... et encore plus depuis 2001 et encore plus depuis 2015 et les attentats en France, tout est axé sur le terrorisme islamiste. Alors justement, la transition est, entre guillemets, j'ai envie de dire naturelle. On en vient à ces moments particulièrement marquants dans votre livre. Alors on ne va pas spoiler le livre, puisque, comme on dit, on encourage tous les gens qui nous regardent à se le procurer. Mais il y a un moment, évidemment, je pense que c'est celui dont on vous parle le plus. Vous décrivez dans votre livre, à un moment donné, votre prise en otage en Libye, ce qui fait évidemment écho à
à l'actualité et aux tristes événements qui ont lieu en Palestine aujourd'hui. Vous avez été dans les geôles d'une katiba islamiste. Comment vous en êtes arrivé là, Pierre Martinet? Alors, c'était en Libye, en 2011, hein, pour resituer, c'était pendant la révolution libyenne. C'est quoi votre pseudo, vous? Moi, mon pseudo, c'était Florent. Donc Florent, ça s'est Voilà, passé comment? Mon pseudo, c'était Florent. Mais là, j'étais plus en service. Ah, d'accord. Là, j'étais Pierre Martinet. On a du mal parfois à s'y retrouver, hein, pardon, entre Non, ça va, je me retourne encore quand j'entends Florent. Je m'appelais Florent au quotidien, mais quand je partais en mission, c'était Vincent. Ah, d'accord. Sur mon passeport, c'était Vincent Sadan. Alors, cher Florent, cher Vincent, on était cher trois, Pierre, on était 3 ou 4. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans cette période, parce que là j'en souris, mais ça a été... Non, mais cette période, effectivement, je peux en sourire, mais malheureusement, j'ai laissé mon camarade y a laissé sa vie, Pierre Marziali. C'est ce livre est dédié à Pierre Marziali, le patron de la société pour laquelle je travaillais à l'époque, qui était plus qu'un ami, on se connaissait depuis toujours. Et il m'avait demandé de le rejoindre pour l'aider. Et en fait, j'étais dans une entreprise qui a tout ce qu'il y a de plus tranquille en France et je m'emmerdais. Et comme je m'emmerdais tellement, je me suis dit, tiens, je vais aller en Libye pendant la guerre pour essayer de faire du renseignement. Donc j'étais là-bas pour faire du renseignement, pour démontrer... Katiba islamiste, il faudra que vous nous expliquiez aussi ce que ça recouvre comme terme. C'est un groupe armé islamiste. D'accord. C'est un groupe armé islamiste de X personnes. Hein. C'est un groupe, une Katiba, c'est un groupe. Donc vous êtes en Libye, et là... Je suis en Libye pour faire du renseignement, pour démontrer que derrière la révolution libyenne, il y a la volonté d'instaurer un État islamique. C'est ce qui s'est passé après. Donc on fait du renseignement, mais c'était pas ça, c'était ma couverture. Ceux qui étaient avec moi ne savaient pas ce que je faisais. Les 2 personnes qui étaient avec moi, Fred et Eric, ne savaient pas ce que je faisais. Officiellement, on était là-bas pour apporter notre soutien et notre aide en formation aux révolutionnaires libyens. Moi, ça me permettait de faire du renseignement et de démontrer que derrière ça, il y avait une islamisation de ces groupes. On a été enlevés un soir quand Pierre Marziali est venu nous rejoindre. Parce qu'on avait des rendez-vous avec les autorités. L'autorité du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition, donc c'était les révolutionnaires, était divisé en une partie militaire et une partie politique. Donc nous, on avait rendez-vous avec la partie politique. Comment vous avez été enlevés alors? On a été enlevés en rentrant d'un restaurant qui n'était pas très loin de notre villa. Et dans une petite rue à moitié goudronnée, à moitié en sable, de Benghazi au sud. Et il y a un pick-up qui était armé de bitube 14.5 qui est arrivé à notre hauteur, qui nous a braqués. J'ai crié, j'ai dit « Oh !» Et puis d'un seul coup, il y a deux espaces là, de galaxies Ford, exactement, desquels sont sortis des hommes armés, cagoulés, avec des kalachnikovs, ça gueulait partout, ils nous ont sauté dessus. C'était vraiment prévu, quoi. Ah oui, c'était prévu. C'était prévu, ils nous ont sauté dessus, ils nous ont frappés, jetés au sol. Alors vous aviez été découvert, on n'était pas cachés là-bas. Oui, mais pour la partie renseignement que vous citez... Ils trouvaient... parce qu'en fait... Finalement, ils n'étaient pas mauvais, parce que finalement... Mais en fait, ils étaient... c'était un peu facile parce qu'ils savaient qui j'étais. Moi, en tapant sur Internet, ils savaient que j'étais un ancien de la DGSE. Ensuite, Pierre Marziali, ils ont vu qu'il avait été souvent à Tripoli pour des affaires, donc ils pensaient qu'on était des espions de Kadhafi. Et donc, ils ont décidé de nous sauter dessus un soir, mais violemment. On s'est retrouvés allongés dans cette ruelle, allongés les mains sur la tête. Ils ont tué Pierre Marziali à côté de moi. Ensuite, ils nous ont jetés dans les véhicules, cagoulés, avec des chèches sur le visage, sur les yeux, attachés les mains dans le dos. Et après, voilà, on s'est retrouvés dans des geôles libyennes, évidemment séparées. Et on s'est retrouvés dans des geôles libyennes pourries, où ça a commencé les interrogatoires violents. Alors voilà, quelles sont les étapes qu'on vit quand on est victime d'une prise d'otage? D'abord, là, ça c'était vraiment particulier parce qu'ils ont tiré sur Pierre Marziali, donc je ne savais pas s'il était vivant ou mort quand ils l'ont jeté dans le pick-up. Et vous avez dit le prochain, c'est vous, quoi. Je pensais vraiment que c'était une exécution, moi. Je ne pensais pas que c'était un enlèvement, vu qu'il tue Pierre Marziali, qui était le premier à gauche, qui était le premier par terre, il était à gauche. Moi, j'étais juste à sa droite. Donc j'ai fermé les yeux et je dis bon, c'est la fin, quoi. Pour rien faire. Là, je me suis pas levé pour courir parce qu'ils étaient tous sur nous. Donc j'ai fermé les yeux, j'ai attendu, quoi. J'avais les mains sur la tête, j'ai dit voilà, terminé, quoi. Et puis non. Les autres aussi, ils ont pensé que c'était une exécution. Hein. On pensait tous que c'était une exécution.
Et ensuite, ils nous ont jetés dans les véhicules. Là, ma première réaction, c'est d'essayer de retrouver mon esprit et essayer de savoir dans quelle direction je me dirigeais, les virages à gauche, les virages à droite. Pendant le trajet. Ouais, pendant le trajet, j'ai pensé à ça tout de suite, essayer de savoir dans quelle direction, où j'allais, quoi. Donc j'avais un chèche comme ça, j'essayais de regarder comme ça, je voyais un peu de lueur, un peu des lampadaires, qui de temps en temps il y en avait un, les bruits, enfin j'essayais de tout mémoriser pour savoir où j'allais, quoi. J'ai essayé tout de suite. Ça, c'était un acte réflexe. Voilà, ça. Et on vous avait formé à ça? Dans toutes mes... Oui, enfin, on m'a formé à ça, oui, parce que dans tout ce que j'ai pu faire comme stage ou formation, j'ai eu des... On vous entraîne à résister à une prise d'otage? On nous entraîne à résister à des interrogatoires. Ça, j'ai eu comme entraînement de résister à des interrogatoires, mais on sait que c'est un stage. Même si parfois, ça peut être... On est bousculé, on est fatigué, on est mouillé, on dort pas. Les stages comme les stages pour être moniteur et instructeur commando, c'est assez péchu, quoi. Ouais, c'est sportif. Hein. Je me souviens d'avoir, je me suis retrouvé à genoux par terre avec un sac sur la tête mouillé en plein hiver, et on entendait crier. C'était des vrais stages, quoi. Mais on savait que c'était un stage. Alors que là, c'était la réalité, quoi. Là, c'était la réalité. Donc tout de suite. Ils parlaient quelle langue? Vous les entendiez? Arabe. Donc vous parliez pas l'arabe? Non. Donc là, ça rajoute à l'horreur, parce que... Certains parlaient anglais, et ensuite on s'est retrouvés dans une... Des coups de crosse aussi, je crois. Ouais, coups de crosse, coups de pied, enfin, très violent. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans une cellule noire, là, ça puait, je me souviens, ça schlinguait. Et je me suis mis dans un coin, comme ça, et j'entendais crier, j'entendais des tirs. Je pensais qu'ils étaient en train de... Je pensais qu'on allait mourir ce soir-là, quoi. Hein. Donc ils nous ont pas tués dans la rue, ils vont nous tuer ici, quoi. Et jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, moi, je pensais reconnaître la voix d'Eric, par exemple, ou j'essayais de reconnaître la voix de Fred ou de Georges, parce qu'il y avait Georges, on était 5 avec Pierre Marziali et Georges. Et donc je me disais, c'était quand même confus. Et là, tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si j'avais déjà eu peur. Là, j'avais peur. Et vous avez tenu malgré tout? Oui, bien sûr. Mais après c'est l'instinct de survie est plus fort que tout le reste, quoi. Mais chaque être humain est capable de ça. Voilà, ce que j'ai envie de dire, même si on ne va pas dévoiler des secrets je pense, de votre service, mais est-ce qu'il y a des techniques? Des techniques, voilà, pour... Il n'y a pas de technique. La seule technique, c'est l'entraînement. L'entraînement, ça nous permet d'avoir cette assurance-là qui peut nous éviter d'avoir un mauvais geste ou de ne pas tenir. Comment ils sont faits pour garder espoir, surtout qu'on va peut-être s'en sortir, quoi? Pensez à... Alors, il y a plusieurs phases. D'abord, il y a une phase... Vous êtes resté combien de temps otage? 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'est pas long, 2 semaines. Hein. Quand on est otage, ça doit être long, quand même. Donc moi, au bout d'un jour ou deux, ou le lendemain, je crois, par terre, je me souviens, j'ai trouvé un bout de carton. Et j'ai trouvé vous savez, juste le bic, là, un bout de bic, là, un bout de stylo qui traînait par terre, c'était crado. Donc je me suis dit, je savais quel jour on était, je savais quelle heure on était, donc j'ai fait tout de suite, je crois que j'ai toujours chez moi, j'ai fait tout de suite un calendrier, 3 mois. C'était mercredi 11 mai, jeudi 12, etc. Est-ce que vous n'avez plus de notion du temps? Non. Ah non, il faisait nuit, je savais pas combien de temps j'allais rester, donc je m'étais dit, bon, je vais, pour savoir quel jour on est, et pour savoir combien de temps je vais rester, j'ai commencé tout de suite à trouver un bout et mettre un calendrier. Ensuite, pour connaître les horaires, eh bien, c'était simple, les 4 détenus qui étaient avec moi, ils faisaient leur prière tout le temps, donc je savais quelle heure il était, à peu près. Et ensuite, après ils ont commencé les interrogatoires, donc ça a commencé le premier soir, l'interrogatoire. Moi, mon interrogatoire, ça a commencé, je sais pas, on a été arrêtés vers 11h30, minuit moins le quart, je sais pas, ça devait être 1h ou 2h ou 3h du matin, j'avais pas la notion de l'heure. Pendant 4 jours, j'avoue que pendant 4 jours, j'étais terrorisé. Je pensais que j'allais crever. Mais j'avais toujours
j'avais toujours cette force en moi, quoi. Après, je me suis dit, si je dois mourir, je vais me battre, j'irai au contact et j'essaierai d'en tuer un ou deux avant de mourir. J'avais envie de... Dans l'armée, on nous inculque que quand on est prisonnier, le premier devoir d'un prisonnier, c'est de s'échapper. Donc ça aussi, j'y ai pensé. Donc j'ai regardé où j'étais, je voyais un peu de ciel bleu à travers la plaque métallique qu'ils avaient mis. Ils avaient en fait transformé d'anciennes chambres de cadres de l'armée de Kadhafi en cachots. Donc avec des plaques métalliques partout. Donc tout ça, ça permet de se dire, un pas, encore un pas, chaque jour et chaque minute est une minute de gagner, chaque heure, chaque jour, etc., etc. Et après, quand j'étais recroquevillé sur moi-même par terre et j'essayais de fermer un peu les yeux, je repensais à tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. Je me suis fait mon propre testament philosophique et je me suis dit, ben voilà, si je dois mourir, autant je vais... Vous êtes croyant, vous? Ouais, je suis croyant. Enfin, je suis croyant, oui. Oui, je suis croyant. Ouais. Ça vous a aidé à ce moment-là? La religion? Non, je suis croyant, mais j'ai pas fait appel à Dieu. J'ai fait appel à moi. J'ai fait appel à moi, à mes souvenirs et à ma force intérieure pour pouvoir tenir. Voilà. Donc, j'ai pas demandé à quelqu'un d'autre de s'occuper de mon cas, et je me suis dit, c'est toi et toi seul qui va t'occuper de ton cas. Et l'autorité française également. Comment vous avez été libéré? Alors, il faut savoir qu'à cette période-là, paradoxalement, la France aidait les gens qui nous ont enlevés. Puisque la France a soutenu la rébellion contre Kadhafi, qui a, par ricochet, déstabilisé toute cette zone, qui a déstabilisé tout le Sahel, et qui a ouvert des couloirs entre Lampedusa, la Libye, etc., etc. Et tout ça, en fait, on l'avait écrit sur... Pierre Marziali il avait fait des notes pour l'autorité française. Donc on a été libérés par l'autorité française. Et en fait, ils nous ont expulsés de la Libye un beau matin jusqu'à la frontière égyptienne. Ils nous ont remis au vice-consul de France, qui est le vice-consul de France en Égypte, qui nous a récupérés. Cette intervention française en Libye, on dit souvent qu'elle aurait été motivée d'abord par le fait de faire tomber Kadhafi par rapport justement au scandale du financement de la campagne de Sarkozy. Vous en pensez quoi? Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, les colonnes de chars ont été stoppées au faubourg immédiat de Benghazi. Ça, c'est évident. Je les ai vus, les chars. Ils étaient encore fumants. On est arrivé pas très longtemps après les frappes. En revanche, après, c'était une catastrophe, ce qu'ils ont fait. Parce que Kadhafi, il était ce qu'il était. Finalement, il était peut-être pas si mauvais que ça, si je pose cette question. Il tenait la région là-bas. Benghazi, la première chose que après que le Kadhafi a été abattu, la première chose qu'a fait le CNT, c'est de rétablir la charia. La France a laissé faire son assassinat? Ah bah oui, la France a laissé faire son assassinat. On dit même qu'elle aurait transmis des informations. Alors, ça, je ne sais pas si c'est la France, mais l'OTAN a donné la position du convoi dans lequel il était. Par satellite ou par drone, je pense que c'est vrai. Après, depuis que je suis rentré, enfin au début, on me demandait, mais est-ce que tu connais l'agent de la DGSE qui l'a tué? Parce qu'il paraît que... Oula, j'ai dit, j'en sais absolument rien, ça. Ça, je suis absolument rien. Pierre Martinet, est-ce que vous en voulez à des gens aujourd'hui? Est-ce que vous avez une certaine reconnaissance à l'opposé? J'en veux à personne, hein. J'en veux à personne. À vos preneurs d'otages, quand même, un peu, non? Non, mais ça, c'est différent. Y a les gens qui nous ont pris en otage, celui qui était en face de moi, que j'appelais le cagoulé, celui qui a tué Marziali, celui qui nous a donné... Celui-là? Un jour, je les croiserai et je les tuerai. Donc eux, je leur en veux pas, je sais qu'ils sont sur ma blacklist et je les tuerai. Voilà, donc ça, c'est pas un problème. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.